Et il est temps maintenant que je passe la main au panel suivant qui va nous parler de simplification et de digitalisation autour de notre ministre que j'accueille avec grand plaisir et grand honneur, Amélie de Montchalin, et avec également mon collègue Alexandre Holroyd, et les deux modérateurs sont Peggy Hoffman, notre candidate à Rome, et Hubert Maguin, qui est notre référent en Amérique latine. La parole est à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Anne. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour ces 24 heures des Français de l'étranger. Donc, on est partout autour du monde. Moi, voilà, je vous parle du Brésil. Il est 7 heures du matin ici. Donc, on s'est levé aux aurores pour parler de dématérialisation et de démarches administratives pour les Français de l'étranger. Alors, je suis accompagné donc, pour poser des questions à nos deux invités de Peggy. Peggy, tu nous entends bien? Ça va? Oui, bonjour de Rome. Oui, je suis Peggy Hoffman, tête de liste pour les élections pour les représentants des Français de l'étranger, pour l'Italie du centre-sud, Saint-Marin, le Vatican et également Malte. Parfait. Et donc, on accueille pour parler de dématérialisation Madame Amélie de Montchalin, ministre Bon de la dia, Transformation et de la fonction bonjour. publique. Alors, je peux Parfait, parler en avec plusieurs le langues. portugais. Voilà. Je m'excuse juste pour le cadre. Je ne suis pas dans la bibliothèque comme Bernard Guetta. Je suis, comme vous le voyez, dans une voiture parce qu'il se trouve que je suis en campagne pour les régionales en Essonne, territoire où j'ai mes racines et mon ancrage à la fois personnel et politique. Et pour des raisons et des contingences, un peu d'organisation, je n'ai pas réussi à être arrivée chez moi à temps. Donc, quelqu'un, vous voyez, conduit la voiture à côté, mais je suis avec vous très heureuse. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, On va parler de bienvenue. dématérialisation. Là, c'est le multitask en pratique. Et on accueille également Alexandre Holroyd, député des Français de l'étranger de la 3e circonscription, celle des Français du Royaume-Uni et d'Europe du Nord. Bonjour, monsieur le député. Bonjour à tous où vous soyez, à Rome, au Brésil ou en voiture. Je suis comme toujours plein d'admiration pour la capacité de votre ministre à répondre de partout et de tout temps. Alors, aujourd'hui, on va parler de dématérialisation. Donc, la dématérialisation, un sujet qui peut sembler technique de premier abord, mais qui est un sujet important notamment pour les Français de l'étranger, qui sont bien souvent éloignés des postes consulaires, des ambassades, qui peuvent vivre très loin, qui peuvent avoir des difficultés à remplir les démarches administratives qui peuvent paraître les plus simples, et un sujet sur lequel le gouvernement et la majorité se sont fortement engagés depuis 2017. Alors, je voudrais commencer pour introduire le thème, peut-être par poser une question un petit peu générale, peut-être à Madame la Ministre. Est-ce qu'on pourrait rappeler depuis 2017 quels ont été les principaux chantiers et les principales avancées du gouvernement en matière de dématérialisation des démarches? Alors, merci beaucoup. Je me suis mis une photo derrière pour que ça soit moins perturbant pour vous. D'abord, vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous. J'ai été moi-même une Française de l'étranger plusieurs fois dans ma vie. Et je sais combien pour avoir donné naissance à des enfants à l'étranger, pour y avoir moi-même voté, pour y avoir vécu, combien on peut se sentir à la fois pleinement français, mais parfois un peu oublié, ou en tout cas face à des complexités qui sont difficiles à justifier ou à expliquer. D'abord, je trouve que c'est une très belle initiative de pouvoir m'adresser à vous tous sur les 24 fuseaux horaires et je crois près de 160 pays qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient être connectés avec nous aujourd'hui, et vous dire combien, en tant que ministre donc, de l'action publique, de la simplification, de l'efficacité publique, j'essaye, avec, je crois, beaucoup d'activisme, le soutien des députés, je remercie Alexandre ici, Roland Lescure et Adjente et tous les autres, et également Jean-Baptiste Lemoyne, de vous rendre la vie la plus simple possible. D'abord, peut-être deux choses à vous dire. On a pris l'engagement avec le président de la République d'apporter nos réseaux jusqu'au dernier kilomètre. Dernier kilomètre de chacun des villages de France, chacun des quartiers, chacun des Français, et donc chacun d'entre vous, même si pour vous, le dernier kilomètre, il est plus loin et ça nous demande d'en faire un peu plus. Et donc cet engagement du dernier kilomètre, on le tient pour l'ensemble de ceux qui sont concernés, en particulier par nos démarches, et en particulier nos démarches numériques. On a mis en place un système très simple de méthode, très innovante pour l'action publique, pas très innovante, vous allez voir, pour l'ensemble d'entre vous qui travaillez notamment dans d'autres structures ou d'autres organisations, qui est d'avoir des objectifs clairs, de les afficher
et de montrer en temps réel là où nous en sommes par rapport à ces objectifs. Ça s'appelle le baromètre de l'action publique. Au mois de juillet prochain, le gouvernement a bien prévu de mettre en ligne un indicateur qui vous concernera, vous, les Français de l'étranger. Et cette démarche, on la suit donc pour l'ensemble de nos 36 politiques prioritaires. Je vous invite à aller le voir, c'est assez innovant, c'est même assez inédit dans le monde. Il y a juste l'Écosse qui a fait quelque chose d'un peu similaire, mais à l'échelle d'un pays, ça ne s'est jamais fait. Gouvernement.fr, résultats. Et quand vous allez voir les résultats, vous verrez donc pour nos 36 politiques prioritaires ce qui avance et à quel rythme ça avance. On a fait la même chose pour les démarches numériques. Et donc, vous avez sur observatoire.numérique.gouv.fr une revue chaque trimestre de l'état de satisfaction, d'ergonomie, d'efficacité des démarches en ligne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à ce titre, vous y êtes évidemment suivis, puisque les démarches des Français de l'étranger sont suivies comme les 250 autres démarches les plus usuelles des Français. Et donc, nous suivons à la fois comment on renouvelle son passeport, comment on change sa carte d'identité, comment on change sa carte grise quand on est propriétaire d'un véhicule, et également donc les démarches des Français de l'étranger. Et ces trois démarches que vous connaissez, c'est le vote en ligne, la numérisation de l'état civil et la plateforme France Consulaire. Je vais y revenir. Autant de sujets donc qui nous permettent d'être regardés. Et donc, ces 10 démarches de l'Observatoire, notamment celles que j'ai citées, mais d'autres, qui sont suivies, donc observatoire.numérique.gouv.fr, vous pouvez voir. Et il y a un élément important, c'est que mon ministère continue d'investir avec le Quai d'Orsay jusqu'à ce que la satisfaction des usagers de ces démarches soit de 80%. Tant que la satisfaction n'est pas 80%, le plan de relance et mon budget et celui du Quai d'Orsay sont mis à profit pour qu'on améliore les choses. C'est très simple, c'est très basique. C'est un peu nouveau, parce que ce n'était pas comme ça avant qu'on suivait les choses. Je propose effectivement que quelqu'un qui a accès à un ordinateur puisse copier le lien dans le bloc de conversation. Peut-être Antoine, qui est dans mon équipe, Antoine vous l'a envoyé à l'instant, que vous puissiez tous le consulter. C'est un système de pilotage par la transparence. Et moi, je crois qu'en termes d'efficacité, de simplification, de modernisation, ce qu'on appelle l'amélioration continue, c'est-à-dire que ceux qui font les démarches puissent donner leur avis et qu'en continu, on s'améliore, meilleure méthode pour efficacement et rapidement changer la sensation d'utilisation des uns et des autres. Alors, je ne sais pas, cher Hubert et cher Peggy, c'est bien Hubert, mais je ne sais pas si c'est Hubert vraiment, mais il y a écrit Hubert, donc voilà. Ça, c'est ça. C'est ça. Si vous voulez que je précise un peu les trois priorités que nous nous sommes fixées sur France Connect, sur l'état civil, et puis évidemment sur toutes les démarches de plateformes téléphoniques, d'appui, si vous voulez que je développe dès maintenant nos objectifs, ou si vous voulez qu'on passe à quelque chose qui part plus de vos questions, dites-moi. Alors, merci Madame la Ministre. Si on va en parler, on va peut-être passer la parole un petit peu à Monsieur le député Alexandre Holroyd. Et voilà, je vous propose qu'on y revienne pour la suite, pour une question ultérieure. Alors, je crois que Peggy avait peut-être une question pour Alexandre. Oui, bonjour Monsieur le député. Si vous voulez, je vous pose tout de suite une question qui se porte justement, qu'on parle du dernier kilomètre, comme Madame la ministre vient d'en parler. Alors, c'est en ce qui concerne la délivrance des papiers. Alors, exemple, moi, je vous cite aussi des exemples assez concrets. Je ne veux pas aller trop sur des exemples personnels, mais par exemple, ces derniers jours, j'ai eu des contacts avec beaucoup de Français d'Italie, du centre-sud, des îles aussi, et beaucoup m'ont signalé un problème en ce qui concerne le dépôt de la demande de carte d'identité ou de passeport. Alors, par exemple, chez nous, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres Français de l'étranger dans la même situation, habitent à plus de 100, 200, 300 km, voire plus, d'un consulat. Certains n'ont parfois aucune occasion de venir au consulat, qui serait par exemple à Rome, dans notre cas, et pour eux, ce serait un déplacement d'au moins 2 jours. Il faut aussi souligner qu'avec la pandémie, il y a des zones encore, aujourd'hui en ce moment, qui ne peuvent pas, où les déplacements sont interdits. Et donc, ça ajoute aussi d'autres problèmes. Alors, il y a aussi des Français étrangers qui sont malades, ils sont âgés, d'autres devraient prendre un avion ou même un ferry. Il y a beaucoup de Français qui m'ont contacté, qui m'ont dit « j'ai les documents périmés ». Et donc, qu'est-ce que je peux faire ?
Ils sont périmés. J'espère ne pas devoir aller en France pour une mission urgente parce que je ne sais pas comment y aller. J'ai mes documents qui sont périmés. Et donc, peut-on imaginer une autre manière de déposer sa demande? Alors, je sais que pour ce qui est d'obtenir de la délivrance des documents, on peut aussi utiliser le système postal ou des consuls honoraires. Mais c'est en ce qui concerne vraiment la demande. Est-ce que l'on pourrait imaginer une simplification, utiliser les consuls honoraires, ou bien si ce n'est au moins pour un renouvellement de documents? Parce que là, j'ai des personnes qui sont sans documents. Et voilà, et ils craignent d'avoir une situation d'urgence et donc comment traiter. Et on ne peut pas évidemment traiter ça dans les médias, on ne peut pas donner une réponse aujourd'hui, mais est-ce qu'on pourrait imaginer justement une compétence, par exemple, hein, c'est une suggestion, des consuls honoraires? D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour la question très précise sur laquelle je vais revenir parce que il se trouve que j'ai travaillé pas mal sur la question des passeports pendant la crise coronavirus, mais juste pour dire un peu plus généralement que je suis arrivé à la fin de la session précédente et il y avait des discussions sur la place de la Chine dans l'avenir du monde, sur le Brexit, sur l'indépendance en Irlande, et je me dis on a une conversation plus prosaïque que les grands échanges qu'il y a eu, mais qu'il y a un lien entre les deux. Et je pense que ce lien, il est très, très visible dans ma circonscription au Royaume-Uni, où un événement géopolitique majeur, le Brexit, a créé un tas de circonstances dans lesquelles les Français sont confrontés à énormément de démarches administratives qu'ils n'anticipaient pas forcément et qui contribuent à créer beaucoup de goulot d'étranglement dans l'administration consulaire. Et c'est en fait ces crises-là, la crise du coronavirus un peu partout dans le monde, qui nous rappelle à quel point ce réseau consulaire et ces services, c'est vraiment le cordon ombilical qui nous rattache à la France, surtout celui sur lequel on dépend quand on est confronté à des très grandes difficultés. Et donc, ce travail de simplification, il est absolument essentiel pour préserver ce cordon ombilical. Et moi, je veux remercier Madame la ministre parce que souvent, quand on pense simplification pour les Français de l'étranger, on pense ministère des Affaires étrangères et c'est tout. Mais en fait, le consulat, c'est l'embouchure de tous les services publics. Et la simplification, c'est très compliqué parce que ce n'est pas seulement une question de simplifier le consulat, c'est de parler au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice. C'est toutes les étapes de simplification qui se font en France qui auront des répercussions éventuellement sur les Français de l'étranger, en plus évidemment de la simplification comme celle qu'on évoque aujourd'hui purement de l'administration consulaire, qui est là évidemment concerne d'abord et avant tout les Français de l'étranger. Et c'est très compliqué ce sujet parce que ça peut requérir des changements de doctrine. Moi, je pense par exemple, en 2017-2018, on avait un problème avec les conversions de mariage homosexuel faits à l'étranger en mariage pour tous en France. Ça, il faut qu'il y ait une instruction et un changement de doctrine de la ministre pour le faire. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Maintenant, c'est fait parce qu'on est intervenu dessus et que le gouvernement nous a entendus. Ça peut requérir des changements législatifs. Très récemment, au PLFSS, on a introduit, par exemple, la biométrie pour la remise des actes qui prouvent que vous êtes toujours en vie pour toucher votre retraite pour les Français de l'étranger. C'est quelque chose qui va être mis en place dans les années qui suivent, mais ça requiert du changement législatif, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis après, ça nécessite évidemment des changements administratifs qui sont plutôt des réorganisations ou de la modernisation ou de l'informatisation administrative. Tout ça, ça prend du temps, mais c'est des choses sur lesquelles, évidemment, on travaille énormément depuis le début du mandat. En ce qui concerne les titres d'identité, alors titres d'identité, je vais dire plus général parce qu'aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur les passeports, mais en fait, il y a un développement qui arrive, c'est que la carte d'identité française, suite à une directive européenne, va devenir une carte d'identité qui a de la biométrie dedans. Et elle va d'ailleurs, ça c'est une grande modernisation, avoir la taille d'une carte de crédit, ce qui est très pratique parce qu'on pourra enfin la mettre dans son portefeuille sans avoir un portefeuille expressément fait pour la carte d'identité française, mais qui permettra à beaucoup de citoyens français de voyager avec une carte d'identité et passeport. Donc, il faut absolument mettre les deux ensemble, parce qu'aujourd'hui, les deux papiers ne sont pas traités de la même façon. En Italie, par exemple, vous n'avez pas accès au même traitement pour la carte d'identité et le passeport, alors que bientôt, ça vous donnera des droits équivalents en matière de voyage au sein de l'espace communautaire, pas évidemment international. Donc, sur les passeports, pendant la crise, il y a eu une demande non seulement de passeport, mais de tous les documents qui peuvent éventuellement produire le passeport, c'est-à-dire, vous savez, les actes de naissance, etc., etc. Donc, tous les documents d'un dossier, plus des documents de passeport,
plus un ralentissement des livraisons de passeports. Et du coup, moi, je me suis saisi de la question avec un collègue d'ailleurs de l'opposition, Didier Quentin, et on a fait une mission expressément centrée sur ce problème des passeports et des titres d'identité qui périment dans le réseau. Et on a fait une série de recommandations au gouvernement qui vont de l'immédiat, entre guillemets, pour essayer de résorber le problème immédiat au temps plus long. Et c'est d'ailleurs un échange, enfin des échanges qu'on a très souvent avec le ministre, avec Émilie, avec Jean-Baptiste Lemoyne et évidemment avec le ministre de l'Intérieur, parce que le ministre de l'Intérieur a beaucoup à dire sur la façon dont les passeports sont remis. Je pense que l'ambition à très long terme, éventuellement, ça doit être une dématérialisation totale de la demande de passeport. Mais je pense qu'il faut marquer des étapes intermédiaires entre les deux. La première étape intermédiaire, c'est qu'il faut essayer de se débarrasser de la double comparution. C'est-à-dire qu'un Français de l'étranger doit aller 2 fois au consulat, une fois pour faire la demande, une fois pour faire sa retour, ce qui ne prend pas du tout en compte la réalité de la vie des Français de l'étranger. Parce que on va vous dire, un Français, il peut y aller, c'est une fois toutes les 10 ans, mais la réalité, c'est qu'un Français de l'étranger qui a 3 enfants, ce n'est pas une fois toutes les 10 ans. C'est pour chaque enfant, c'est pour sa femme, sa conjoint, son époux, et ainsi de suite. S'il habite loin d'un consulat, ça veut dire que grosso modo, en fait, tous les ans ou tous les 2 ans, il doit arriver et il doit faire 2 allers-retours en avion. Et il y a des Français de l'étranger qui habitent très, très loin des consulats. Alors en Italie, bien évidemment, mais dans des pays comme l'Australie ou la Russie, vous pouvez habiter vraiment très, 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 très loin d'un consulat. Donc, cette question de la double comparution, il faut qu'on s'en débarrasse. Ça me paraît très clair. Et c'est la première étape sur laquelle il faut qu'on se concentre le plus. Parce que cette étape, elle est totalement excessive. D'autant plus qu'il n'y a aucun cas de fraude qui sont corrigés par la deuxième comparution. Donc, la deuxième comparution, aujourd'hui, ne sert pas à grand-chose. C'est ce qu'on a découvert dans notre rapport. Alors ça, c'est un premier point. Donc, vous avez mentionné l'envoi par soupli postal. Ça, il faut que pour l'instant, c'est seulement accessible sur 39 pays. Donc, il faut que ça soit accessible partout. Évidemment, s'il y a des exceptions avec des pays en pleine guerre civile où il n'y a pas de service postier, évidemment, peut-être avec des exceptions, mais grosso modo, partout où c'est sécurisé, il faut que ça soit étendu. Et il faut que ça soit, par défaut, la façon dont les Français reçoivent leur passeport. Parce qu'en plus, ça permettra de mettre plus de ressources sur la première étape qui est la livraison de passeport. Si on a plus de ressources, on peut se permettre de développer les tournées consulaires, c'est-à-dire d'envoyer des agents justement au plus près des Français de l'étranger pour aller recueillir la demande sur place et éviter ces déplacements. Donc, il y a, en libérant des capacités, en enlevant la double comparution, on peut créer plus d'opportunités ou plus de ressources pour faire la première étape. Il faut ensuite que la carte d'identité nouvelle soit soumise à la même procédure et donc qu'on puisse la recevoir sous pli postal. Ça me paraît absolument essentiel. Et ensuite, vous avez tout à fait raison, il faut que dans le cadre d'un renouvellement, on permette, parce que je pense objectivement que dans le cadre d'un premier passeport, il y aura toujours une présentation en personne. Ça, ou en tout cas, dans un avenir entendable. Je pense que ça, c'est presque essentiel. La première fois qu'on obtient un passeport, il faut absolument qu'on soit bien conscient que c'est la bonne personne et ainsi de suite, parce qu'après, cette personne devient française, elle rentre dans le registre qui décrit ce qu'est français, qui s'appelle c'est un système informatique du ministère de l'Intérieur, et c'est fini. Enfin, une fois qu'elle est française, il n'y a plus de retour en arrière. Donc là, il y aura toujours besoin, je pense, d'une présentation en personne. Dans le cadre d'un renouvellement, il faut qu'on travaille, il faut qu'on commence un travail, notamment avec des outils comme le biométrique, pour essayer de se débarrasser de cette double comparution qui est très embêtante. Et après, il y a tout un esprit de modernisation. Par exemple, moi, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais les systèmes de rendez-vous pour les consulats, dans les grands consulats, c'est un cauchemar. C'est glissant, il n'y a pas de rendez-vous sur les 3 mois, il faut se connecter à minuit tous les jours, etc. Et ça, moi, c'est une des recommandations de mon rapport. La réalité du réseau consulaire à l'étranger, c'est qu'il est très différent. Il y a des endroits où il y a 200 Français, et du coup, franchement, l'organisation pour prendre des rendez-vous, ce n'est pas très, 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 très compliqué. Il y a des endroits où il y a 250 000 Français. Et du coup, c'est des rendez-vous, des créneaux de 5 minutes qui se suivent, c'est presque industriel. Et il est évident qu'il faut adapter les outils informatiques qu'on a dans un cas et dans l'autre. Donc, par exemple, les outils, je prends ça comme exemple, parce que c'est le plus visible, mais les outils de prise en rendez-vous qui rendent des Français à l'étranger fous. Je parlais à des compatriotes qui habitent en Irlande qui deviennent fous parce qu'ils sont à dimanche à minuit et demi en train d'essayer de réserver un créneau qui disparaît, puis qui réapparaît, puis qui disparaît. Enfin, c'est un cauchemar. Il faut qu'on modernise ces outils informatiques pour faciliter les démarches là où elles ne peuvent pas être dématérialisées d'autant plus. Alors, merci beaucoup, monsieur. Sur ces points, peut-être faire le lien juste sur les passeports. Depuis 2017, bien mobilisés par les expériences personnelles
Moi, j'ai eu des jumeaux aux États-Unis, donc vous voyez, en termes de passeport, on a donné. Et par surtout les remontées de terrain, on a aujourd'hui 50% des passeports en 2020 qui ont été délivrés avec une seule comparution. On a une vingtaine de pays pour qui c'est de la règle. Et notre ambition, c'est qu'on puisse l'étendre le plus possible à des pays où, notamment, les services postaux sont réputés de suffisamment grande qualité pour que si on met le passeport dans une enveloppe, il vous arrive bien. Donc voilà, en tout cas, l'ambition, elle est effectivement sur cette double comparution qu'il faut absolument réduire. C'est aussi, et là je me permets, un lien avec France Connect. On a besoin en fait de travailler en parallèle sur deux sujets, vous permettre de vous identifier numériquement depuis l'étranger. Donc dès cet été, ça c'est une grande annonce que j'aimerais vous faire. Vous allez pouvoir créer une identité numérique de la Poste à distance avec un numéro de téléphone qui devra provenir d'un des 27 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, le Canada, l'Espagne, le Maroc, Israël ou encore la Thaïlande. Donc, il y a un premier groupe de 27 pays qui pourront créer cette identité numérique française et se France connecter aux démarches, ce qui va rendre la vie beaucoup plus simple. On a aussi, au troisième trimestre 2021, la CNAV, donc l'assurance vieillesse, gros sujet aussi, qui va lancer les travaux d'inscription des Français à l'étranger au répertoire de l'INSEE, ce qui va aussi beaucoup faciliter les démarches d'état civil. Alors, c'est des travaux qui vont durer au moins 18 mois, mais là aussi, des choses qui vont être très visibles rapidement. Vous savez que France Connect, c'est 900 démarches qui sont accessibles à partir du moment où on est France Connecté. Et donc, évidemment, aussi, deuxième point, quand vous êtes France Connecté, vous pouvez aussi vous connecter aux démarches de votre pays dans l'Union européenne dès cet été, puisque toutes les identités numériques européennes vont être connectées entre elles. Donc, on avance par étapes, mais je pense que c'est des démarches importantes, notamment pour les Français d'Italie, par exemple, cher Peggy. Et puis, il y a un deuxième point, c'est la numérisation des actes d'état civil les plus basiques. Donc, les demandes d'extrait d'acte de naissance et avoir la signature électronique pour qu'on évite l'affranchissement. Vous voyez que vous étiez beaucoup à parler du sujet des tampons et que vous arrêtiez de devoir avoir des papiers tamponnés, mais qui soient validés numériquement. Et donc là, aujourd'hui, on en est à dématérialiser la délivrance d'extraits et copies d'actes. Et donc ça, c'est effectif, vous savez, depuis le 12 mars 2021. On va aussi moderniser l'outil de gestion pour les officiers d'état civil pour que ça soit plus efficace. Et on va surtout ouvrir le registre électronique pour qu'on ait des actes signés électroniquement et que donc on arrive à des délivrances d'obtention d'extraits ou copies d'actes d'état civil sous 5 jours et avec au moins 50% des actes qui puissent être faits sans déplacement au consulat, parce que la majorité des actes pourront, avec les systèmes qu'on est en train de mettre en place, être d'ici 2022 faits sans passage en consulat. Donc tout ça, ce sont des actions, je pense, très concrètes, d'ici à, disons, 9, 12, 18 mois, qui seront très, très visibles. Et je tiens à vous dire que tout ça, ça existe, parce que depuis 2018, le Fonds de transformation de l'action publique, c'est 700 millions d'euros qu'on a investi pour moderniser beaucoup de procédures, eh bien, ont été orientés pour les démarches des Français à l'étranger. C'est un engagement du président de la République qu'on est en train de tenir. Et tout ça va marcher, vous le savez, avec aussi une plateforme consulaire téléphonique, une service France consulaire, maison France service unique. On fait ça dans tout le pays. On a aujourd'hui 1300 points d'accueil uniques, guichets uniques en France pour faire les démarches les plus usuelles. Ben, on s'est dit qu'on devait organiser la même chose autour des consulats, comme disait Alexandre, qui sont ces maisons de service public pour les Français à l'étranger, avec un coût en appel local, donc, que vous soyez à l'autre bout du monde ou en Italie, ça coûtera le même prix. La fin de la saturation des consulats en courriel et en message sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'agents qui se consacrent à des questions qui peuvent être résolues en fait très simplement par un coup de fil, parce que c'est beaucoup plus des demandes d'orientation que de faire des démarches elles-mêmes. Et puis s'assurer évidemment que là aussi on mette en place ce sujet de l'amélioration continue, comme on l'a fait d'ailleurs sur le vote en ligne. Vous êtes au cœur d'une grande expérimentation et on a pu à la fois l'améliorer grâce à vos retours. Donc voilà, France Connect, les démarches d'état civil dématérialisées, le moindre passage en consulat, on l'a dit, pour les passeports, et la plateforme France Service par téléphone pour les consulats, avec un point unique, ouvert bien sûr sur tous les fuseaux horaires, et cette vraie plateforme d'accompagnement. A priori, quand nous, on fait nos modélisations, quand on met tout ça ensemble, c'est vraiment énormément d'actions très simples de la vie quotidienne qui vont pouvoir être changées. Reste le sujet, vous savez, de la CNAV, et notamment de tous ces expatriés ou Français à l'étranger qui sont nés à l'étranger.
pour qui les choses sont un peu plus compliquées parce qu'ils ne sont pas au départ déjà enregistrés. Donc là, on est en train de reprendre tout le stock des gens qu'on sait être français mais qui sont nés à l'étranger pour les remettre, comme on vous l'a dit, au sein des listings INSEE. Et que donc, comme disait Alexandre, une fois que vous êtes français, vous êtes français. C'est vrai avec votre passeport, ce n'est pas toujours vrai dans les démarches administratives. Donc voilà autant de choses qu'on va mettre un peu en cohérence. Vous le voyez, ça nous occupe beaucoup. Et si je peux juste rajouter quelque chose, ce que la ministre dit, c'est extrêmement important, c'est que non seulement le rapporteur INSEE et France Connect, ça va aider beaucoup les Français à l'étranger, ça va aider énormément les Français qui rentrent en France aussi. Parce que les Français qui rentrent en France, souvent, ils rentrent dans un truc qui est le serpent qui se mord la queue, où la banque leur demande une adresse, l'adresse leur demande un France Connect, les impôts demandent qu'ils se connectent sur Amélie, Amélie 2, etc. Et en fait, ils sont dans une espèce de cercle vicieux où ils ne peuvent avoir accès à aucun de ces démarches. Une fois que cette question de l'INSEE et de cette question de France Connect, elle est résolue, le retour en France va être beaucoup plus facile également. Exactement. On a regardé tout le cycle de vie. C'est je payais des impôts en France, je n'en paye plus, il faut bien que j'arrête de disparaître, parce que sinon, il y avait des gens qui disparaissaient. Il y avait le sujet de je suis français, je suis né à l'étranger, j'ai un passeport français, mais personne ne me reconnaît comme français ailleurs administrativement. Et puis, il y a le sujet cycle de vie, c'est je rentre en France. Et donc ça, c'est un vrai sujet parce qu'on est français, on a un passeport. Et en fait, pour se remettre dans le circuit, on a l'impression que les démarches étaient faites effectivement un peu en tournant en rond. Et donc France Connect, le faire en amont, ça vous permet du coup voilà, d'exister, j'allais dire, réellement administrativement. Et puis j'insiste, pour les Européens d'entre vous, l'interconnexion des identités numériques au sein de l'Union européenne, ça c'est un vrai progrès qui va vous permettre voilà, de aussi connecter tous les systèmes de sécurité sociale et puis de faire que voilà, c'est bien une seule et même personne qui passe les frontières. Merci beaucoup Merci pour beaucoup, toutes ces Madame la informations. Ministre. J'ai pris une, c'est très intéressant. Hubert, si tu veux, je pose une autre question. Vas-y, Peggy. Ouais. Qui recoupe un petit peu, justement, quand on parlait du service d'aide téléphonique et on parlait aussi de vote électronique. Alors, si je peux, Madame la Ministre, nous allons donc avoir bientôt les élections pour les représentants des Français. Ce sera un test incroyable que nous allons faire. Et la question est un petit peu la suivante. C'est une très belle proposition. Mais évidemment, cela peut discriminer certaines personnes, des personnes qui n'ont pas accès à Internet ou qui ont des connaissances assez limitées au niveau informatique, qui n'osent pas donc se lancer sur un vote électronique. Est-ce qu'on peut imaginer un service de guide virtuel, que ce soit par chat ou un appel téléphonique, qui peut l'aider pas à pas, parce que, par exemple, ils craignent de ne pas trop savoir comment faire. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Alors bon, malheureusement, c'est vraiment dans les prochains jours, mais est-ce qu'il pourrait y avoir ce système d'assistance assez téléphonique ou chat, que ce soit, pour ces personnes qui voudraient justement tenter de participer à ce test électoral? Alors, peut-être Alexandre a plus de visibilité sur l'enjeu là, des améliorations potentiellement successives sur le vote. Peut-être juste vous dire sur cette histoire de vote électronique, comment aussi le raisonnement a été fait. Il y a un sujet coût-bénéfice. On a vu aujourd'hui, on en a parlé, qu'il y avait beaucoup de Français qui habitaient loin de leur consulat. Et que si on voulait assurer la démocratie, il faut assurer la participation et donc il faut que les gens puissent voter. Il y a en France, côté hexagonal, en tout cas sur le territoire national, une réflexion sur ce vote électronique de prudence, parce qu'on pense qu'il est utile que les Français aient la certitude de pouvoir voter sans pression. Vous savez que c'est tout le débat du vote par correspondance qu'on a vu aux États-Unis, qu'on a vu dans d'autres pays. S'assurer qu'au fond, quand on tire le rideau de l'isoloir, on est bien seul et on prend bien une décision individuelle. D'ailleurs, pour ça, vous savez que les femmes, pendant des années, on trouvait que ce n'était pas nécessaire qu'elles votent, puisqu'on partait du principe que comme elles voteraient comme leur mari, ça ferait juste 2 fois plus de voix pour chacun des candidats. Bon, et on a découvert que les femmes, parfois, ne votaient pas comme leur mari, parce qu'on n'a juste pas doublé le nombre de voix des uns et des autres. Donc, en coût-bénéfice, notre réflexion était de dire, voilà, ou avantage-inconvénient. L'inconvénient de se dire que peut-être les gens sont un peu moins libres de leur choix individuel quand ils ne sont pas dans un isoloir, comparé au bénéfice de pouvoir permettre à tout le monde de voter, même s'il habite loin des consulats.
nous ont encouragés à avoir un système de vote électronique, avec néanmoins, vous savez, la possibilité pour ceux qui le souhaiteraient de voter dans un lieu, notamment qui peut être toujours le consulat. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des réflexions en termes de crise Covid, de voir s'il fallait maintenir ou pas ce canal de présence et de vote à l'urne. Et voilà un peu le schéma. Sur votre question plus précise, je ne sais pas si Alexandre, tu veux peut-être compléter ? Sur la question d'avoir quelqu'un qui accompagne lors du vote électronique, c'est ça ? D'avoir, par exemple, j'imagine, sur la plateforme de vote, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir, moi je parle pour certaines personnes qui m'ont dit, je ne sais pas si je suis capable, mais je vais essayer, parce qu'ils habitent très loin du consulat, s'il y a des instructions facilitées ou un petit chat éventuel qui s'ouvrirait avec un fonctionnaire, par exemple, du ministère qui pourrait leur dire vous trouvez votre code ici. Voilà, c'est juste vraiment pour rassurer certaines personnes qui ne pas se sentent à l'aise. Voilà. Alors, c'est une excellente question et je pense que la ministre, c'est une question assez délicate et je pense que la ministre y a répondu en partie. Ce que je dirais, c'est que la première chose, c'est quand on fait des démarches comme ça où on ajoute des dispositifs, on apprend. On commence et je pense que c'est le principe de la simplification et puis on va s'améliorer au fur et à mesure. Ça ne va jamais être parfait dès la première fois qu'on le fait, ça sera mieux la prochaine fois. Quand on fait le vote électronique, on est conscient de cette chose-là. C'est pour ça qu'on garde toutes les autres modalités de scrutin. C'est-à-dire qu'on garde le vote à l'urne, on garde la procuration et on ajoute le vote électronique. Donc, on ne peut pas dire qu'un Français se trouverait moins en capacité de voter aujourd'hui avec le vote électronique qu'avant, puisqu'il a toutes les mêmes modalités de voter avant, plus le vote électronique. Après, je pense que deux questions supplémentaires s'ajoutent. Le premier, c'est un vrai challenge de communication en amont pour expliquer comment les gens peuvent voter électroniquement. Parce qu'il y a des trucs, par exemple, pas forcément liés au fait qu'un Français, que quelqu'un qui est fragile ou qui n'est pas très habitué à Internet pourrait s'en occuper, mais par exemple, il faut être inscrit sur les listes électorales consulaires pour voter électroniquement. Et ça, je ne suis pas sûr que tout le monde l'a saisi. Il y a peut-être des Français qui vont arriver à la dernière minute et qui vont dire « moi, je veux voter électroniquement ». On va leur dire « attention, il fallait faire la démarche. Il faut avoir une adresse email et un numéro de téléphone à jour ». Ça, c'est très, très important. Donc, il y a peut-être des dispositifs qui vont échapper, mais il y aura toujours la procuration et le vote. Et le vote électronique est fait en amont du vote pour que dans le cas éventuel, le cas éventuel où quelqu'un n'y arrive pas, il pourra voter. En amont, un Français pourra toujours échanger avec l'administration ou avec ses élus d'ailleurs, les conseillers des Français de l'étranger, les députés, les sénateurs, s'il a des questions sur comment le vote s'organise. Et je pense que peut-être que dans les élections qui viennent, on pourra simplifier la façon dont le vote s'organise lui-même. Par contre, je pense, et c'est là où ce que la ministre dit, à mon avis, est très précis, c'est qu'il faut faire très attention à l'idée de mettre en place un système où des électeurs, juste avant qu'ils votent, dans une conversation individuelle avec quelqu'un, puissent avoir des échanges. Parce que le principe même du vote à l'urne, c'est que c'est transparent et c'est public. C'est pour ça qu'on a un bureau de vote où il y a des représentants de différents partis politiques, des scrutateurs, etc., pour s'assurer que personne ne donne de l'information qui est biaisée politiquement et que quand la personne rentre à l'urne, entre le moment où elle rentre sur l'espace de vote et qu'elle rentre à l'urne, elle n'est pas exposée à quelqu'un qui va lui donner une information partisane ou une information susceptible d'orienter son vote. Si jamais on faisait des trucs en tête-à-tête, des chats, où il y a un électeur juste avant de voter qui parle avec une personne, il faudrait qu'on trouve un moyen de contrôler chacun de ces chats en direct avec une représentation transpartisane, tous les partis présents, comme c'est le cas à l'urne, pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus de cette position d'information de dernière minute. Ce qui me paraissait très difficile. Il faut vraiment voir que le vote électronique, on essaie d'ajouter une modalité en respectant toutes les garanties qui sont dans le vote, c'est-à-dire le secret dans le scrutin et la neutralité au moment de faire son choix. Et ce qu'on garantit en physique, en ayant des représentants de tous les partis politiques qui veulent être là et en le faisant en ouvert. Et ce qui est beaucoup plus difficile à faire si on s'imaginait un chat en direct avec quelqu'un. Et ce que dit Alexandre, c'est vraiment toute la philosophie qu'on porte sur le numérique. Moi, je ne suis pas la ministre qui veut tout passer derrière un ordinateur ou derrière un écran. En revanche, il faut que le numérique soit une voie de plus, soit un complément, soit un accès de plus aux services publics. C'est pour ça, vous voyez, que les maisons France Service, on va en avoir 2500 d'ici fin 2022 dans le pays. Ça veut dire qu'il y en aura un par canton. Dans un département, vous voyez, comme l'Essonne où je suis, c'est une vingtaine de maisons. Ce sont des lieux où à la fois vous avez un accueil physique, parfois d'ailleurs de services publics que vous n'avez pas vu chez vous depuis très longtemps.
Vous avez un accompagnement pour faire les démarches, mais on ne ferme pas les guichets physiques, tout comme on ne ferme pas le guichet téléphonique. Et donc, j'ai lu un peu vos commentaires les uns et les autres. La clé pour moi, c'est que les gens soient plus baladés d'un service à l'autre et qu'à un moment donné, ils puissent avoir quelqu'un de formé à leur situation de Français de l'étranger, d'où cet enjeu d'avoir cette plateforme France Service Consulaire. France Service Consulaire, c'est le point d'accès où on est renseigné sur les enjeux de maladie, de retraite, etc., pour que ensuite, derrière, vous ayez des gens formés à des situations qui sont assez complexes et qui ne sont pas la situation des 65 millions de Français qui sont dans l'Hexagone et qui, eux, représentent la majorité des cas entrants de telle ou telle plateforme téléphonique. Vous avez été aussi nombreux, je l'ai vu, à signifier des problèmes de connexion entre services. Alors, France Connect va beaucoup y aider, parce que France Connect, ça peut vous permettre d'emporter, entre guillemets, avec vous votre dossier administratif d'une administration à l'autre. L'autre chose sur laquelle on est en train d'investir massivement, c'est le partage de données entre administrations. Et donc, il y a un point que je prends, un point d'action très important, c'est la Caisse des Français à l'étranger et les caisses primaires d'assurance maladie. C'est typiquement ça avec du bon numérique moderne, avec ce qu'on appelle des API, donc des tuyaux de connexion de données. On devrait pouvoir, notamment, comme notamment on va mettre en place le dossier médical personnalisé, on devrait pouvoir s'assurer que les informations circulent entre une caisse de sécurité sociale qui est un peu particulière, qui est la Caisse des Français à l'étranger, et les caisses primaires d'assurance maladie. Donc, voilà autant, vous voyez, de sujets où vous êtes au fond un peu des prototypes de ce qu'on essaie de faire au niveau national, sur un périmètre un peu plus petit, parce que vous êtes 1,5 million d'inscrits connus comme tels, mais qui pour moi sont pleinement cohérents, vous voyez, et convergents avec ce qu'on porte par ailleurs sur l'ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Et je rappelle sur le sujet du vote par Internet que le ministère des Affaires étrangères a mis en place une hotline pendant toute la durée du vote. Donc, pour les personnes qui rencontreraient des difficultés à voter, vous aurez accès à cette hotline via un formulaire de contact sur diplomatie.gouv.fr. Alors, maintenant, j'aimerais poser une petite question justement sur la plateforme France Consulaire. C'est une plateforme qui a été mise en place il y a quelques années, qui a vraiment révolutionné la communication du gouvernement et de l'administration en faveur des Français de l'étranger. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur cette plateforme et notamment sur les avancées qui sont prévues pour la développer encore plus dans les années qui viennent? Des politiques publiques. Alors, la plateforme France Consulaire, c'est vraiment France Service pour les Français de l'étranger, c'est-à-dire avec des horaires larges, avec ce que vous connaissez de vos consulats, mais par téléphone. On s'est rendu compte, c'est un peu peut-être un peu paradoxal, mais y compris, vous voyez, dans l'Hexagone, que plus on numérise, plus les gens nous disent c'est bien, mais on veut du téléphone. Parce que vous nous habituez au fond à ne plus nous rendre dans les lieux, à faire la caisse, la queue au guichet et à prendre notre voiture, que ce soit notre voiture pour faire aller au consulat ou une voiture pour aller, vous voyez, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Mais on est parfois perdu. Et comme on s'est habitué à ne plus aller faire la queue devant les guichets, eh ben, on a besoin de cette assistance d'orientation. Et donc, France Consulaire, c'est la capacité à être orienté, à être accompagné justement pour toutes ces démarches qui se dématérialisent et à pouvoir avoir un accès à quelqu'un de formé. J'insiste sur ce point. Évidemment, les agents des consulats sont très formés à des situations qu'ils apprennent à connaître par la réalité des pays où ils vivent. Le problème, c'est quand vous appelez le numéro, quand vous trouvez d'ailleurs le numéro, parce que parfois les numéros en 4 chiffres sont difficilement accessibles depuis l'étranger. Ça, c'est aussi un sujet sur lequel on doit travailler. Et donc, quand vous appelez, les gens au bout du fil, ils ne sont pas conscients de la complexité de ce que ça veut dire d'être dans tel pays et d'avoir à activer telle ou telle démarche. Donc, le but, c'est qu'on ait en fait une plateforme téléphonique de gens formés qui puissent aussi faire le lien avec votre consulat s'il y a des choses à aller faire directement de votre pays. Mais c'est vraiment une démarche de redonner accès à un service public de qualité pour tout le monde par le biais téléphonique et qui nous semble redonner aussi de l'humanité au service sans être obligé de faire 400, 500 ou 3000 km pour trouver un consulat. Il va rester évidemment, on le sait, des cas très spécifiques de situations très particulières qui demanderont potentiellement à ce qu'il y ait une prise en charge importante. La beauté de France Service Consulaire, c'est que c'est omnicanal. C'est qu'entre ce que vous enverrez par email, ce qui sera passé dans votre consulat, ce que vous direz par téléphone,
un peu comme le service des impôts qui aujourd'hui marche vraiment comme ça, et je crois qu'il marche bien, eh bien, on saura quelles sont les démarches que vous avez déjà faites, et là aussi, on pourra vous reconnaître. Parce que sinon, il y a quand même la sensation un peu frustrante d'être une nouvelle personne à chaque fois qu'on appelle, alors qu'en fait, on est toujours la même, avec la même voilà. Donc, la simplification, c'est de l'humanité, c'est c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous réidentifier, c'est du bon numérique derrière avec des grosses infrastructures de partage des données, et c'est la possibilité donnée aux agents de faire des choses en ligne. Donc voilà, en tout cas l'ambition, et là aussi avec des gros moyens financiers pour que dans les 9 à 12 prochains mois, les changements soient significatifs, et dans les 18 mois, soient réellement très forts. Oui, moi, juste pour rajouter un ou deux éléments à ce qu'elle a dit, elle a évoqué des choses parce que j'ai lu un peu les commentaires, donc si je peux essayer de peut-être répondre à une ou deux questions qui sont passées dans les commentaires. Sur les impôts, la direction des impôts des non-résidents s'appelle la DINR, qui est en charge des impôts des gens qui n'habitent pas en France, qu'ils soient français ou non d'ailleurs. Hein. On parle souvent des Français de l'étranger, mais en fait, ce n'est pas la question. C'est des gens qui ont des ressources en France et qui habitent à l'étranger. Il y a des Français, il y a des gens qui sont non français. Moi, je suis en train de conduire en ce moment, dans le cadre du printemps de l'évaluation du budget, une évaluation de cette direction toute particulièrement. C'est la première fois qu'un député se penchera sur cette direction. Et je pense que là, il faut faire une réponse très claire. Il y a une question de modernisation de la direction sur laquelle il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Depuis le début du mandat, on a mis 200 personnes en plus pour aller aider cette direction. Donc, on a mis beaucoup de ressources pour soutenir cette direction qui avait été sous-staffée pendant les années précédentes. Il y a une question aussi de complexité de la fiscalité des Français de l'étranger qui est inhérente au fait d'être à l'étranger. Et ça, moi, je veux toujours être très honnête. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut avoir un simulateur des impôts des Français de l'étranger. On travaille dessus, mais c'est très compliqué parce que l'impôt sur le même revenu d'un Français, s'il habite en Argentine, au Royaume-Uni ou en Chine, peut être différent. Et du coup, ça crée une complexité qui est très compliquée, d'autant plus qu'il y a plusieurs façons. L'utilisateur peut choisir de payer son impôt selon des modalités différentes. Donc, je pense que ce qu'on va arriver à faire peut-être, c'est faire un simulateur pour des revenus relativement simples. Mais après, quand il y a des revenus très compliqués de sources différentes, avec plusieurs pays, etc., je pense que ça sera toujours très difficile de faire un simulateur, d'autant plus que ça dépendra de toutes les négociations bilatérales qui existent entre la France et pays Intel sur la déclaration réciproque. Donc, c'est ce qu'on appelle les traités fiscaux. Donc, par exemple, avec le Danemark, moi, dans ma circonscription, je travaille depuis 3 ans pour qu'on remette à l'ordre du jour l'idée de signer un accord bilatéral fiscal parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui. C'est un des rares pays avec lequel on n'en a pas. Donc, je pense que sur les impôts, il y a plusieurs questions qui se conjuguent. Il y a une modernisation administrative qui est en cours, vraiment. Mais il y a aussi une question sur la modalité de payer l'impôt qui est très compliquée. Et il y a enfin une question inhérente au fait de payer des impôts quand on vit dans le monde, c'est que c'est par définition plus compliqué que dans un autre cas. J'ai vu une question sur la vaccination des expatriés en France. Oui, les Français qui habitent à l'étranger peuvent se faire vacciner en France lors de longs séjours, parce qu'ils font un long séjour puisqu'il faut se faire vacciner 2 fois. Donc, il faut que le séjour soit assez long pour se faire vacciner 2 fois. Alors, je ne vais pas le faire ici, mais il y a des modalités différentes selon que vous êtes affilié à la CFE, selon que vous êtes affilié à la sécurité sociale ou non, mais oui, vous pouvez le faire, évidemment dans les mêmes conditions que les Français qui habitent en France. C'est-à-dire que si vous arrivez aujourd'hui et que vous n'êtes pas dans les critères éligibles à la vaccination, vous n'allez pas passer devant les Français qui habitent en métropole. C'est selon les mêmes critères. Il y a une question qui est très intéressante qui a été posée sur Amélie et la reconnaissance des comptes bancaires étrangers. Et ça, je pense que ce que la ministre fait dans l'ensemble de l'administration publique, c'est essentiel. Parce que c'est là où on se rend compte qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus systémiques que juste sur les Français de l'étranger. Moi, je vois qu'en France, il y a énormément d'opérateurs, publics comme privés, qui refusent toujours les RIB, c'est-à-dire les comptes bancaires SEPA. Et ça, ce n'est pas normal. Les comptes bancaires SEPA, ils devraient être acceptés par tous. C'est le principe même de la directive européenne. Aujourd'hui, si vous voulez régler votre facture sur Orange, par contre, SEPA, Orange la refuse. Si vous voulez payer certains journaux, des abonnements, par exemple, je ne sais pas moi, au Figaro, etc., il y a beaucoup d'opérateurs qui la refusent. Ça, ce n'est pas normal. Et ça, que ça s'applique à Amélie ou dans le privé, c'est quelque chose qu'il faut qu'on corrige dans les années qui suivent parce que l'Union européenne et la zone CEPA, le principe même, c'est la reconnaissance des comptes bancaires partout. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va s'adapter, mais qui est aussi de la mise en œuvre de la directive plutôt que de la modernisation effective des systèmes informatiques et qui ne considère pas d'ailleurs qui ne concerne pas seulement
les services privés. Je suis même en train d'aller plus loin sur les comptes bancaires. On est en train d'essayer de voir si on peut éviter d'avoir à envoyer son RIB. Parce qu'a priori, avec votre nom et avec nous, la connaissance des comptes bancaires qu'on a, alors déjà pour les Français, on devrait être capable d'arrêter. Vous imaginez le nombre de gens que ça concerne d'aller vérifier des RIB envoyés soit par papier, soit par PDF. Donc, on a aussi de l'efficience à gagner de manière massive, en fait. Là aussi, avec du numérique. Ce n'est pas le numérique que les Français vont forcément voir quotidiennement, mais c'est le numérique qui crée de l'infrastructure et qui crée de la connectivité entre des énormes bases de données où nous, on a l'impression en bout de chaîne que tout citoyen qu'on est, c'est à nous de faire les liens entre des systèmes qui pourraient se parler. Alors, il faut toujours être très vigilant, parce que vous imaginez bien aussi qu'on n'est pas là pour créer un système de Big Brother ou de surveillance où les citoyens ont l'impression d'être pistés. Donc, on a toujours... Et puis, il faut aussi vous le dire, on a toujours, et on doit toujours être extrêmement vigilant à respecter tout l'enjeu du choix. Et donc, il y a certaines démarches où il faut toujours... D'ailleurs, c'est le cas pour les impôts. Les Français, tout ce qu'on est, il y a des choses qui sont pré-remplies, mais on a toujours la possibilité, si on le souhaite, d'aller dans sa trésorerie ou aller chercher le formulaire papier, remplir tout à la main si on veut. Hein. Donc ça, c'est aussi très important pour qu'on garde à la fois toute la protection de la vie privée et qu'on s'assure que par le numérique, par les investissements de systèmes d'information modernes, on avance. Je tiens à dire qu'il faut qu'on soit à la fois... on regarde beaucoup ce qui se fait dans d'autres pays. On est un pays un peu particulier parce qu'on a une cohorte de Français qui vit à l'étranger qui est très importante en fait par rapport à d'autres pays. Au fond, et c'est une très bonne chose. C'est aussi un outil de rayonnement, d'influence, de vitalité collective. Mais donc, on a peu de pays qui ont les mêmes enjeux que nous. Et puis, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays, quand on se compare, on se dit, oh là là, ça a l'air d'être encore plus compliqué que pour nous. Donc ça, c'est une première difficulté. Et puis, par ailleurs, on a aussi à s'appuyer sur du partenariat avec des pays, par exemple, la biométrie. On pourrait imaginer qu'on fait des partenariats aux États-Unis. Vous pouvez donner vos empreintes dans des réseaux privés et c'est intégré ensuite aux bases de données publiques. Donc, on pourrait aussi imaginer mettre en commun, par exemple, avec des amis européens, des systèmes de recueil, par exemple, de biométrie. Ça mettrait en cohérence et en complémentarité nos réseaux consulaires, par exemple. Ça, c'est une deuxième étape, mais je trouve que c'est aussi, en tant qu'Européens, une bonne idée pour avoir un maillage d'accès à un certain nombre de services qu'on peut considérer comme des services de base largement dans le monde. Merci beaucoup, Madame la Ministre, et merci, Monsieur le député. Alors, si on continue à prendre un petit peu des questions qui apparaissent sur le chat, j'ai vu passer une ou deux questions sur un thème qui revient souvent quand on parle de dématérialisation pour les Français de l'étranger, qui est le thème des certificats de vie, qui est un formulaire qui traditionnellement enquiquine, on va le dire comme ça, beaucoup de nos concitoyens. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les avancées en matière de dématérialisation qui ont été faites sur cette démarche des certificats de vie? Il faut juste que je retrouve les éléments. Je laisse peut-être Alexandre parler, puis je vais retrouver parce que j'ai des choses précises, mais je peux être vraiment précis sur le sujet pour pas vous donner de fausses informations, parce qu'il ne faut pas alimenter les fake news. Donc, peut-être Alexandre commence, et puis je vais me replonger dans mes notes. Je pense que c'est un sujet essentiel qui est un sujet de problème depuis des années pour beaucoup de nos concitoyens, particulièrement retraités, qui habitent à l'étranger. Hein. Ça, c'est vraiment c'est un serpent de mer. Et du coup, je pense que là, on est en train d'arriver à un système de numérisation qui est quand même très efficace. Le premier, c'est de les centraliser pour ne demander qu'un certificat de vie. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est une étape maintenant qu'on a passée avec un système de centralisation des reçoives au point de vue des retraites pour qu'on ne puisse envoyer qu'un certificat de vie. Le deuxième qu'on est en train de faire en ce moment, c'est l'envoi par version numérique. Ça me paraît essentiel. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait jusqu'ici, c'est quelque chose qui maintenant va être opéré. Le troisième élément, je l'ai évoqué, c'est l'élément, c'est le prochain stade, à mon sens, de la modernisation. Et on a fait passer un amendement, la majorité a fait passer un amendement qui a été présenté par les députés de la majorité au dernier PLFSS pour mettre de la biométrie dans la reconnaissance du certificat de vie. Donc l'idée, en gros, c'est qu'à terme, on arrivera à prouver son existence, sa vie, à travers une vidéo enregistrée où on demande
l'individu de faire un certain nombre de gestes qui s'assurent que c'est une vraie vidéo, et comme ça, on peut reconnaître et avoir une preuve très rapide, très efficace qu'il est toujours en vie, et du coup lui délivrer un certificat de vie. Je pense que mis bout à bout, ces trois choses-là, si on y arrive, on aura un système très efficace pour ce faire pour l'instant, mais peut-être qu'Amélie ou la ministre a plus d'éléments sur la question. Je voulais compléter, mais je me suis mise la liste des pays sous les yeux pour ne pas colporter de fausses informations. La première chose, c'est que nous avons mis en place avec l'assurance vieillesse des échanges automatiques de données. Pour l'instant, avec l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, le Portugal, c'est en cours, et bientôt Canada et Israël, pour que par donc, des démarches automatiques, il n'y ait plus besoin de prouver par des papiers qu'on est bien toujours en vie avec ces pays-là. Donc ça, c'est une démarche de, comme je disais, des grosses infrastructures numériques qui permettent de simplifier les choses. La deuxième étape que l'on mène, c'est de s'assurer que les pays puissent valider les certificats avec des formulaires en 9 langues pour s'assurer qu'on n'ait pas besoin de traduire les demandes de formalité. Ça aussi, c'était une étape très importante. Donc aujourd'hui, le formulaire, il existe depuis la fin de l'année 2020 maintenant en allemand, arabe, néerlandais, polonais, turc, en plus des langues qui existaient déjà, donc c'était l'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais. Et donc on voit qu'avec ça, on a une immense majorité des retraités qui vivent à l'étranger qui peuvent utiliser un certificat dans la langue officielle du pays dans lequel ils vivent. Et donc ça évite comme ça d'avoir à traduire, vous savez, de manière là aussi authentifiée le certificat. Donc par ces deux instruments-là, depuis 2020, les 9 langues et ce système automatique de transmission des données, on est quand même déjà fait des progrès. Alors évidemment, je vois que vous êtes très nombreux d'autres pays, je vois le Japon et autres, à dire que ça pose problème. Pour le Maroc, le fait que le certificat soit maintenant disponible en langue arabe devrait quand même beaucoup simplifier les choses, puisque ça veut dire que toute autorité, alors ça peut dépendre des pays, soit c'est des notaires, soit c'est des pays assermentés peuvent le faire. Pour l'Autriche, pour l'instant, effectivement, je regarde, ce n'est pas dans la liste des pays par échange automatique, mais comme c'est disponible en langue allemande, là aussi, ça devrait beaucoup faciliter les choses. Donc, c'est soit des personnes assermentées, soit des notaires, soit des autorités publiques qui peuvent remplir du coup et attester d'un formulaire qui est dans leur langue. Et ça devrait quand même beaucoup simplifier les choses. Mais le but ultime, notamment au niveau de l'Union européenne déjà, c'est qu'on ait ces échanges de données automatiques. Vous avez vu qu'on a ajouté Canada, Israël et autres. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, en continuant à prendre des questions qui sont apparues, j'ai eu une question sur les démarches notariales. Ce sont des démarches aussi qui sont complexes à effectuer quand on est à l'étranger et qui ont connu des améliorations, notamment au cours de la dernière année dans le contexte de la pandémie, qui ont été maintenues. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu des améliorations qui ont été faites sur les démarches notariales pour les Français qui habitent à l'étranger? Alors là, je dois dire que c'est un peu en dehors de mon champ d'action, parce que moi, je m'occupe, vous voyez, quand même de toute la partie État, infrastructure publique. Alexandre, tu as ce sujet, toi, sur ton radar? Alors, je dois avouer qu'il faudrait qu'on précise quelle démarche notariale on parle, parce qu'il y en a beaucoup, et il y en a qui sont d'ailleurs toujours très, très difficiles à faire pour les Français de l'étranger. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr précisément du sujet, mais je suis ravi si jamais c'est une question précise qu'on me l'envoie et que je fasse une réponse par écrite. D'accord, bon, on demandera à la personne de rajouter. Mais... Peut-être pour moi, en conclusion, j'ai plusieurs points un peu génériques à aborder. Notre enjeu, je vous le dis, c'est que on simplifie la vie de tous les Français et que le dernier kilomètre, il aille jusqu'à Séoul d'un côté et jusqu'à Santiago du Chili de l'autre. Et que donc, ce dernier kilomètre, on le fasse aussi pour ces Français qui ont, par définition, le droit d'avoir des services publics du quotidien, parce que même si ce n'est pas du quotidien de la même manière que quand on habite dans l'Hexagone, c'est quand même des services qui sont essentiels à la vie quotidienne, qui puissent fonctionner. Notre ambition, c'était de mettre tous les outils, comme vous l'avez vu, à la fois financiers, du plan de relance,
du Fonds de transformation de l'action publique et du numérique public au service de cas au départ vus comme spécifiques, mais qui nous aident aussi à faire progresser les démarches des 65 millions des Français qui habitent dans l'Hexagone. C'est très important parce que, comme je disais, on peut se servir de ce qu'on fait pour les Français étrangers comme des prototypes d'amélioration, de circulation des données entre administrations qui, du coup, ensuite bénéficient à d'autres Français qui ne sont pas dans votre cas. Il y a ensuite, on voit bien un enjeu d'ergonomie, d'omnicanal, c'est-à-dire que vous soyez repéré comme toujours la même personne si vous êtes dans votre consulat, au téléphone, par email. Il y a un enjeu d'incarnation et d'humanisation du service, d'où France Service Téléphone, et s'assurer que vous ayez aussi là des gens qui puissent vous accompagner dans vos démarches. Et puis, il y a un enjeu démocratique, on se l'est dit, comment on vote, comment on peut avoir un échange avec son pays d'origine, et notamment si on y revient, si on s'y installe, que ce cycle de vie, je pars, j'habite ailleurs, je reviens, soit des moments qui soient des moments où c'est peut-être un peu compliqué comme pour tout le monde, mais ce n'est pas indépassable et on ne se retrouve pas dans une espèce de trou desquels on a du mal à sortir parce que le système devient un peu fou et tourne sur lui-même. C'est vraiment ça qu'on a essayé de créer. Vous dire qu'on essaie de regarder ce que font les autres pays, je vous l'ai dit, moi j'ai créé aussi une Coalition of the Willing, donc une coalition de pays engagés sur ces sujets de transformation numérique au sein de l'Union européenne, et on se parle de toutes nos difficultés, notamment on a évoqué le sujet de nos populations qui n'habitent pas sur notre sol premier, en tout cas européen. On a fait un gros travail, vous savez, au moment justement du premier confinement en européen. Moi, j'étais secrétaire d'État aux affaires européennes et on a pu travailler notamment parce qu'en européen, on appuie certains d'entre vous potentiellement qui étaient au fin fond de la Colombie, d'autres qui étaient au fin fond de pays où les infrastructures de transport, les lignes aériennes étaient coupées. On l'a fait en européen parce que ça concernait 5 Français par-ci, 4 Britanniques à côté, 3 Espagnols. Et donc, on essaie d'avoir cette dynamique-là. Je pense, comme je vous l'ai dit, que le maillage de présence pourrait être mutualisé en européen. Ça, je pense que c'est un sujet peut-être intéressant à travailler maintenant, notamment qu'on connecte nos identités numériques et donc on peut se reconnaître aussi avec nos citoyens. Donc voilà, autant de pistes sur lesquelles on travaille. Et puis, comme je vous l'ai dit, des choses assez concrètes, registre d'état civil, passage seulement une fois au consulat, France Connect, transfert des données automatiques. Et puis, il y a ce sujet effectivement bancaire que je vais regarder de près parce qu'on est en train de faire des choses, nous, avec les banques françaises. Ça peut valoir le coup de regarder effectivement les difficultés qu'il y aurait à reconnaître des comptes de Français certifiés comme tels, mais qui auraient des comptes qui ne soient pas au départ avec un RIB qui commence par FR. Donc, vous voyez, c'est à la fois très concret. J'ai écouté moi aussi Bernard Guetta dans sa conclusion. Ça peut paraître prosaïque, mais si on veut travailler notre citoyenneté, notre sentiment d'appartenance à une communauté nationale, à un pays desquels je crois que vous êtes tous fiers d'appartenir, si vous êtes là aujourd'hui, c'est en tout cas la certitude que j'ai de cela, eh bien, c'est aussi par ces actes du quotidien que ça se manifeste. Et donc, je pense qu'il y a un lien très fort entre le sentiment de faire partie d'une nation et ces aspects qui peuvent paraître prosaïques, mais qui, au fond, traduisent ou pas l'investissement qu'on fait pour vous et notre souci permanent de vous compter dans cette communauté nationale pour laquelle on travaille. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Hubert, je vais peut-être reprendre parce qu'on arrive au bout. Il reste une minute. Exactement. J'allais te rendre la main. Merci à tous. Bon, merci. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui que comme parlementaires, nous avons trouvé en Amélie de Montchalin une ministre qui a vraiment compris ce que c'était que des sujets de Français à l'étranger. Et quand on fait la liste, et qui n'est pas exhaustive, je vais prendre les 5 points qui m'ont juste frappé là, mais il y en a d'autres qu'a cité Amélie de Montchalin. Les certificats de vie qui seront maintenant uniques. On l'a fait, tout le monde s'en plaignait, ça a été fait, il n'y en a plus qu'un à faire et non pas 2, 3, 4 par an. France Connect qui sera accessible depuis l'étranger. On le demandait, ça va être fait, ça y est. L'état civil qui sera 100% numérique pour tous les actes qui ont été établis au départ à l'étranger. Ça y est, c'est fait. Tout le monde l'attendait. La plateforme France Consulaire, c'était une recommandation que j'avais faite dans mon rapport remis au Premier ministre en 2018. Ça y est, c'est fait, c'est lancé. La présentation unique pour demander ou faire établir un passeport ou une carte nationale d'identité, ça aussi, c'était quelque chose qui était demandé. On l'a fait. Je ne cite que 5 et Amélie Montchalin en a cité beaucoup plus que ça. Donc, vous voyez que là, en 4 ans, ce qui a été fait pour les Français à l'étranger, ça n'a jamais, mais jamais été fait jusqu'à présent. Donc, vous voyez que depuis ce matin, le fil conducteur que l'on voit, c'est que les Français de l'étranger font clairement partie de la communauté nationale et ça, on peut s'en réjouir et il faut en donner le crédit
à la majorité actuelle. Merci à tous pour votre présence et pour ces informations et ces excellentes nouvelles. Madame la ministre, on est absolument ravis. Ça nous fait très plaisir de voir que notre lien avec la France va être vivant, utile, efficace et simple.